Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. Un webinaire qu'on va dédier ce matin à un moment clé de la vie du salarié et qui doit être bien géré par les entreprises. C'est l'arrivée dans l'entreprise, autrement dit l'onboarding. Donc, on va passer 45 minutes ensemble. D'abord, avec Geoffrey, on va parler de tous les éléments qu'on a en commun. Vous verrez de manière très complémentaire sur ce sujet, en l'accent sur les particularités de la Convention Bureau d'études techniques, donc Syntec. Et puis, bah, évidemment, on va prendre vos questions et puis on y répondra au fur et à mesure du déroulement du webinaire ou à la fin, selon comment ça se présente. Mais voilà, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Donc, bah, peut-être déjà pourquoi on en parle en deux mots. Euh, bah, Quelle que soit un peu votre fonction, RH, manager, dirigeant, même salarié, vous le savez, enfin, un onboarding bien préparé, c'est un salarié qui reste, un salarié qui s'intègre, qui performe, qui est motivé, qui se projette. Et ça, c'est essentiel. Et puis, c'était important de pouvoir le spécifier sous l'angle bureau d'études techniques parce que selon les secteurs d'activité, il y a des vraies particularités qui sont liées à l'onboarding et on ne va pas l'aborder de la même manière. Voilà. Par rapport à la typologie de salariés, par rapport aux, aux- aux spécificités juridiques particulières. Et c'était important pour nous d'avoir cette approche dédiée. Donc, c'est deux volets qui sont souvent mis dos à dos, l'approche de Geoffroy et la mienne, et c'était important un peu de les réconcilier parce qu'elles sont totalement liées. C'est vrai. À la fois ce volet qui est, on va dire, juridico-administratif, qui est parfois, alors ça c'est ma partie, c'est pas la plus drôle, hein, c'est rugueux, Mais elle est essentielle, elle est obligatoire. voilà, mais merci, Geoffroy de le dire. C'est l'essentiel. Et puis ta partie, toi, qui est celle bah, du care, du bien-être, de comment est-ce qu'on fait pour que la personne se sente bien et qu'il y ait des process qui soient bien établis. Donc, Absolument. euh, donc c'est ce dont on va parler. Donc, avant tout, on va se présenter parce qu'on ne se connaît pas forcément pour ceux qui nous écoutent. Donc, moi, je suis avocate en droit du travail. J'ai créé Canoun. On va vous mettre dans le chat des informations vous puissiez voir un petit peu plus. Donc, c'est une solution juridique RH qui accompagne les entreprises dans tous leurs besoins en droit social, individuel, collectif, sous un mode, on va dire, innovant, parce que ça allie le digital et puis l'accès à une équipe d'avocats dédiée pour répondre à toutes les problématiques que vous avez et avec le budget le mieux maîtrisé possible. Voilà. Geoffrey, Et je moi, je vais. suis Geoffrey, je suis l'un des dirigeants et cofondateurs de Wobi, qui est une solution RH dédiée à la gestion des moments de vie clés des collaborateurs, principalement l'onboarding ou l'intégration dans les entreprises, pour gérer, eh bien, on en parlera, les 5 grands piliers de l'expérience salariée, finalement, de l'onboarding, dont le premier est l'administratif, et c'est pour ça on se rejoint avec Marine et que sur cette thématique de l'intégration des collaborateurs, on est complètement complémentaires. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'aller de manière assez chronologique, on a travaillé le déroulé de ce webinaire de manière chronologique, comme finalement l'arrivée d'un collaborateur, des phases qu'on appelle de pré-boarding, donc avant l'arrivée, euh, jusqu'à au moins la validation de la période d'essai. Et on verra que finalement l'onboarding dure un peu plus longtemps que ça. On a quelques questions à vous poser concernant les grands chiffres clés de l'onboarding. Vous pouvez y répondre dans le chat. 2 premières questions. La première, c'est, selon vous, quel pourcentage du turnover a lieu durant les 45 premiers jours du contrat? 45 premiers jours du contrat, si on parle en jours ouvrés, voilà, c'est à peu près 2 mois, Marine, c'est ça? C'est ça, exactement. Quel Donc, pourcentage du turnover? donc nous, on a la réponse, hein. Ce qui intéresse, c'est que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est important ces premiers jours qui sont absolument clés. Alors, on a je sais pas si tu veux, je ferai les réponses, mais alors Ouais, on a, je vois les réponses. On est pas mal. On a une bonne réponse. Euh, 35, 30, 20, 45, 20, 55.
Il va y avoir des sujets. Ok, ouais, il y en a qui vont devoir travailler leur onboarding, Ouais, visiblement. c'est clair. On n'a pas fait ça pour rien, Marine, du coup, c'est cool. Non, mais la bonne réponse, on l'a plusieurs fois. Sophie vient de la donner, Florine l'a donnée en première. C'est 25%, en effet. C'est un quart du turnover qui a lieu durant les 45 premiers jours du contrat, ce qui est donc une personne sur quatre assez. Ah non, Caroline nous dit ah non, en plus j'ai zéro, bravo. Donc, ce qui est évidemment un pourcentage important sur les 45 premiers jours du contrat. Et du coup, la question qui découle de celle-là aussi est, selon vous, quel est le coût en argent, en euros, d'un onboarding raté? On parle du salaire bien évidemment, et on parle de tous les à côté. Euh, Selon vous, quel est le coût moyen, évidemment, hein, d'un onboarding raté? Claire nous dit 7 000 euros. Les chiffres viennent d'où? De différentes études qu'on vous enverra juste après, qui sont faites par des médias comme Parlons RH, qui sont faites euh, par Gallup. Je vous enverrai, on vous enverra tout ça. Donc, 5 on 000 a euros, 5 euros, 7 000, 000 euros, 1000, ouais. 12 000 Aurélien, 15 000 Caroline, Donc, je 4 ferai, toi, tu dis quoi? 4 200 c'est précis, 10 000 euros. Bon, la réponse, c'est que, Anne dit 10 000 aussi, la réponse, c'est une moyenne évidemment, c'est 30 000 euros de coût par onboarding raté, en prenant en compte eh bien, le matériel, le temps passé par les équipes, les potentiels cabinets de recrutement, les logiciels, toutes ces données-là. Euh, Les salaires, si on a pendant plusieurs mois un salarié qui finit par partir avec les charges sociales, bon, effectivement, on comprend que ça puisse vite. Absolument. Et dans ce calcul-là, qu'on vous enverra en plus, qu'on vous détaillera dans le mail qu'on vous enverra en follow-up ensuite après ce webinaire, on peut aussi rajouter, je crois que c'est pas dans ce calcul-là, mais le manque à gagner quand on a par exemple un collaborateur qui s'en va, qu'on doit le recruter, bon, bah, on a peut-être sur les objectifs quelques mois qui sont oubliés. Ouais. Donc, ça a des coûts directs et indirects importants qui sont difficilement, finalement, aussi calculables, maîtrisables dans un bilan à la fin de l'année. C'est pour ça que parfois, les directions financières ont du mal à comprendre l'importance d'un bon onboarding, mais il y a un vrai sujet. Il y a un Ouais. vrai sujet sur le court terme. Là, on l'a vu, hein, sur les 45 premiers jours du contrat et sur le coût financier d'un onboarding raté. Mais il y a un vrai enjeu à moyen terme aussi, parce que la dernière stat qu'on voulait vous donner avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est que 69% des collaborateurs qui ont suivi un bon onboarding structuré, on va voir ce que c'est, restent plus de 3 ans dans l'entreprise. Donc, créer un parcours d'intégration qui est structuré, qui est complet, est aussi un vrai levier d'engagement et de fidélisation à long terme, parce qu'on parle de plus d'une personne sur deux qui resterait plus de 3 ans. Donc, Geoffroy, si on résume, pourquoi c'est important un bon onboarding, en clair? Pourquoi c'est important? Alors, est-ce que j'enfonce une porte ouverte en disant que déjà recruter, c'est difficile? Je crois pas. Et donc, du coup, bah, recruter, quand on veut recruter les meilleurs, on met beaucoup d'efforts financiers, humains dans attirer les meilleurs. Bon, bah, derrière, il faut pouvoir continuer à les intégrer et à finalement les faire adhérer correctement à la culture de l'entreprise. Ça, c'est le premier coup. Donc, c'est vraiment maximiser les efforts qui sont mis sur le recrutement. Le deuxième, c'est minimiser les coûts humains et financiers. On l'a vu là tout simplement sur les départs, le coût des départs. Et surtout, selon moi, c'est vraiment donner le ton dès le départ. C'est faire adhérer le collaborateur ou la collaboratrice, la nouvelle collaboratrice à la culture de l'entreprise et bien directement mettre dans le bain pour avoir une montée en compétences correcte et faire en sorte que tout le monde rentre dans le bateau et qu'on avance. Je vous invite, peut-être dans le chat, si vous avez des exemples, ou sinon ce soir, demain, quand vous aurez un dîner avec des amis, de la famille, à parler de ce webinaire sur l'onboarding et à poser la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous avez des exemples de ratage durant l'onboarding? Une absence d'un manager le premier jour, pas de bureau le premier jour, personne pour déjeuner, un ordinateur qui n'est pas configuré.
tout ça, vous verrez que vous allez faire l'unanimité. Et tout ça sont des moments qu'on peut imaginer comme des détails pas très graves, mais finalement, ça entame énormément le capital confiance dès les premiers moments. Ça fonctionne aussi pour tous les sujets administratifs, hein, Marine, sur la préparation du contrat de travail, etc. Ça peut donner tout de suite, de manière consciente ou inconsciente, une idée que l'entreprise n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend. Ouais, Donner le ton dès le départ, c'est aussi montrer qu'on est professionnel et qu'on y va. en fait, je trouve que c'est un sujet qui est faussement simple. Parce que c'est une succession, comme tu le dis, de petites actions qui, en soi, ne sont rien. C'est-à-dire que, effectivement, que le manager soit à l'heure le matin de l'arrivée ou qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir emmener à déjeuner le nouveau collaborateur, c'est rien. Mais toutes ces petites actions, c'est mis bout à bout et elles font vraiment la différence. Mais ce qui rend la chose ultra compliquée, c'est qu'il y en a plein d'actions à réaliser pour le onboarding, sur plein de sujets différents, qui en plus incluent pas qu'une personne de l'entreprise. Ça serait simple. Une personne portrait. Voilà, non, là, c'est le RH, le manager, le service informatique, le mentor ou le buddy, si vous avez mis ça en place dans l'entreprise, qui peut être une bonne pratique. Et donc, on a au moins 4 ou 5 personnes différentes qui vont, elles, s'assurer que tout va bien se passer et qui vont devoir se coordonner ensemble pour assurer une fluidité quoi, dans l'approche de l'onboarding. Claire nous dit et comme des dominos. C'est exactement ça. J'avais jamais entendu cette comparaison. Moi, souvent, on m'a dit c'est comme un jeu de loi, il faut avancer case par case. Mais c'est ça, c'est vraiment des dominos. Et s'il y a un maillon dans la chaîne qui manque ou qui est bancal, ou voilà, eh bien, le process s'arrête et on a un problème. Exactement. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. On va prendre différentes périodes avant l'arrivée du salarié et puis jusqu'au premier mois après son arrivée, en vous donnant quelques clés et écueils qu'on peut voir et qui peuvent être, à notre sens, facilement réglés si c'est considéré. Ouais. On commence par le pré-boarding. Donc le pré-boarding, c'est quoi? C'est un candidat, vous avez plusieurs candidats et vous avez sélectionné celui qui vous paraissait le meilleur pour occuper le poste. Donc, il est recruté et qu'est-ce qu'on fait? En principe, les premières steps, moi, ce que je peux voir, c'est qu'on va avoir la RH qui va demander les premiers éléments administratifs au candidat. Alors, ça peut être la carte d'identité, ça peut être l'attestation de droit CPLM, etc., avec son numéro de sécurité sociale. Voilà. Certes, il y a, à mon sens, et je le vois dans ma pratique quotidienne, il y a 2 éléments que vous devez vérifier auprès de vos candidats en fin de processus de recrutement, avant même d'arriver à la phase formalisation, qui vont être essentiels parce que sinon ça peut vous coûter cher et ça peut vous mettre en grande difficulté. Le premier élément à vérifier avec vos candidats, c'est voir si le salarié est tenu par une clause de non-concurrence chez son ex-employeur. Ça arrive. En Syntec, ça arrive vachement plus que dans d'autres secteurs. Donc, c'est pas un sujet théorique, loin de là. Ça veut dire quoi? Le candidat que vous avez déterminé comme étant le bon profil, il est ou en poste, ou alors il a été en poste et il est au chômage. Dans les 2 cas, il peut y avoir une clause en concurrence. C'est à traiter différemment. S'il n'est plus en poste au moment où vous le recrutez, il faut que vous vérifiez s'il n'a pas une clause en concurrence qui a pu être activée par son ex-employeur et qui serait encore en cours. Sachant que les clauses en concurrence, quand elles s'appliquent, ça ne dure pas un mois. Ça dure 6 mois, 12 mois, 18 mois, parfois même plus. Voilà. Là, je dirais c'est le plus simple, savoir, parce que si le salarié est lié par une clause en concurrence, ben, il peut le vérifier sur son bulletin de paie, parce qu'une clause en concurrence, ça doit être indemnisé. Voilà. Donc, il reçoit tous les mois une somme qui est une contrepartie pécuniaire au titre de la clause en concurrence de son ex-employeur. Donc, posez-lui la question. Voilà. Attention, ça ne lui interdit pas de bosser n'importe où. Ça lui interdit de travailler pour la concurrence. Donc, il va falloir rentrer dans l'analyse de la clause pour voir s'il peut travailler dans votre entreprise malgré la clause en concurrence. La clause en concurrence, elle va être limitée géographiquement, elle va être limitée dans le secteur d'activité. Et donc, ces 2 éléments, il va falloir les prendre en compte. Donc, le plus souvent, le plus simple, c'est de regarder le contrat de travail précédent
et de faire une analyse seul ou en étant accompagné juridiquement. Voilà. La deuxième possibilité, c'est que le salarié soit encore en poste et qu'il démissionne pour intégrer dans quelques mois votre entreprise. Et dans ces cas-là, il va falloir aussi regarder la clause en concurrence. Alors, la problématique là, c'est que vous avez un aléa. C'est-à-dire que vous avez la potentialité que son employeur actuel lève la clause en concurrence. Et que s'il lève la clause en concurrence, donc il se retrouve libre de travailler pour vous. Mais ça, vous n'en êtes pas sûr. Voilà. Donc, il faut quand même faire l'analyse et puis pouvoir s'assurer, si il est lié par une clause en concurrence, pouvoir s'assurer qu'il a fait les démarches auprès de son employeur actuel pour pouvoir s'assurer que la clause en concurrence sera levée. Voilà. Donc ça, c'est important. Passez pas à côté parce que moi, j'en ai vu des entreprises qui ont recruté des salariés qui étaient tenus par des clauses de concurrence et qui se disaient non, mais ça, c'est le problème du salarié. De toute façon, c'est sa clause. Faux. En fait, c'est votre problème aussi parce que l'employeur du salarié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectivement saisir le conseil de prud'homme à l'égard de son ex-salarié qui n'a pas respecté la clause, mais il va aussi aller dans le tribunal de commerce pour vous attaquer en concurrence déloyale. Voilà. Donc, c'est pareil. Le deuxième élément. Pardon, je te coupe, mais juste, je ne sais pas si tu as une idée du nombre de collaborateurs ou du pourcentage de collaborateurs que ça représente en Syntec qui ont des clauses Des de clauses en concurrence? Ouais. Pas mal. Et on y reviendra après dans la formalisation du contrat de travail. C'est des clauses qu'on met parfois même par défaut. D'accord. Pour l'ensemble des cadres, en se disant on verra plus tard. Ok. En fait, la problématique, c'est que parfois on l'oublie, ces clauses en concurrence, donc c'est pas toujours une bonne pratique. Sachant que donc il y en a souvent dans les contrats de travail. En revanche, il y en a beaucoup moins qui sont en fait appliqués, parce que souvent les employeurs, quand ils font bien leur boulot, vont vérifier au moment de la rupture, est-ce que j'ai besoin d'appliquer la clause en concurrence, sachant que je vais devoir l'indemniser. Et donc les entreprises lèvent les clauses en concurrence, ont 8-15 jours pour le faire, ça dépend ce qui est écrit dans le contrat. Et dans ces cas-là, le salarié se retrouve libéré. Mais quand on est dans le cas que j'évoquais tout à l'heure d'un salarié qui est encore en poste, qui peut avoir dans son contrat une clause en concurrence, et on ne sait pas si la clause sera appliquée ou pas, il faut faire l'analyse et il faut tout de suite en parler avec ce salarié que vous voulez recruter pour traiter ce sujet. Voilà. Ouais, bien sûr. Le deuxième point sur lequel je voulais vous alerter, c'est celui des salariés étrangers. Alors, on n'a pas toujours le même type de difficulté sur la nationalité. Si on a un salarié qui est d'une nationalité Union européenne, espace économique européen, Suisse, facile. Il y a une liberté de circulation, liberté de travail. Voilà. En revanche, dès que vous avez un salarié qui est d'une nationalité en dehors de la sphère géographique que je viens d'énoncer, là, ça se complexifie. Donc, il faut, avant même que vous ayez formalisé un contrat avec le salarié, que vous obteniez le titre de séjour avec l'autorisation de travail de la personne en question. Donc ça, vous obtenez une copie. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. En fait, beaucoup d'entreprises oublient que pour s'assurer que ce ne soit pas un faux document qui vous soit transmis, il y a une obligation pour l'employeur de faire authentifier l'autorisation de travail par la préfecture. Donc, il y a un email de la préfecture auquel vous envoyez ce document et qui vous répond souvent. Mais en tout cas, faites cette démarche pour vous dire que le document est correct. Voilà. Ça, c'est important parce que c'est pareil, c'est pas rien. Des salariés étrangers qui sont employés sans que vous ayez vérifié l'autorisation de travail et qui donc ne seraient pas dans les clous. Alors, pas forcément parce qu'ils sont de mauvaise foi, hein, aussi parce que vous savez que c'est pour une durée l'autorisation de travail ou que c'est pour des secteurs d'activité particuliers et donc ils peuvent aussi avoir omis ce détail qui n'en est pas un, et vous allez vous retrouver en grande difficulté. Parce que là, c'est pareil, c'est pas que de la faute du salarié, c'est de votre faute parce que vous auriez dû faire les démarches de vérification. C'est du pénal, c'est 30 000 euros pour un représentant légal, c'est 150 000 euros pour l'entreprise, et ça peut aller jusqu'au million en cas de récidive. Voilà. Et c'est de la prison. Voilà. Alors évidemment, dans les cas les plus graves, mais ça arrive quand même, et notamment si ça vous arrive pas qu'une fois. Donc ça, voilà, c'est le deuxième élément sur lequel je voulais vous. On va faire attention.
Geoffrey, tu as quelques conseils, toi, sur le pré-boarding? Ouais, j'ai quelques conseils sur le pré-boarding. Là, ce que tu évoquais même, je dirais même avant limite le pré-boarding, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire une fois que le salarié, en tout cas le candidat dit oui à l'entreprise, toi, tu étais vraiment encore même dans la fin des phases de candidature qu'il faut, durant lesquelles il faut faire attention à ces éléments-là. Moi, à partir du moment où le collaborateur dit oui à l'entreprise, il peut y avoir un préavis qui est long. Et donc cette phase de pré-boarding, elle est essentielle pour bien, commencer à créer du lien. Il y a 5 grands piliers dans un bon onboarding. Le premier, Marine le sait parfaitement, elle l'a évoqué, c'est l'administratif. On en parlera un peu plus tard, mais sur la préparation des documents juridiques, etc. Préparer aussi le poste. Donc tout ça doit être géré, notamment dans les phases de pré-boarding, et doit être fluide, encore une fois aussi pour montrer le ton dès le départ. Le deuxième grand pilier dans un onboarding, qui pour moi est à travailler notamment dans les phases de pré-boarding, avant le jour J, c'est l'adhésion à la culture de l'entreprise, à son histoire, à ses valeurs. Alors ça peut se faire de différentes manières, hein, mais via l'envoi de documents, de vidéos, de parcours de découverte, d'éléments dans l'entreprise. Attention, pas du job en tant que tel, hein, mais vraiment j'aime bien prendre cette image, mais je suis à un port, il y a un bateau qui arrive, il a navigué avant et on va naviguer ensemble quelque part. Est-ce que ce bateau vient des Caraïbes où la mer était plate et le soleil était à son plein, ou est-ce que c'était un peu la tempête? Enfin, voilà, comprendre d'où le bateau vient et comprendre surtout où est-ce qu'on va naviguer avec le bateau. Et ça, c'est important de le faire. Alors, dans les phases de pré-boarding, et notamment s'il y a des préavis longs, mais de le faire de manière interne, direct avec le nouvel arrivant ou la nouvelle arrivante, et pas en se disant, bah, de toute façon, la personne va aller voir sur LinkedIn, sur Google, sur Facebook, sur Instagram, peu importe, sur les médias sur lesquels vous communiquez autour de votre entreprise, qui sont des médias externes. Là, c'est vraiment donner de l'info en amont, donner de l'info côté peut-être RH sur qui on est, ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs. C'est un super moment parce que la personne est quand même enjouée à l'idée de démarrer une nouvelle aventure, mais n'a pas encore la masse d'informations des premiers jours. Donc, absorbe toute cette information pour bien comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Ça peut être aussi les différents rituels, les différents moments d'entreprise forts, des séminaires, des soirées de fin d'année, etc. Certaines bonnes pratiques, typiquement quand on a des préavis longs avec des postes importants et stratégiques pour l'entreprise, ça peut être l'envoi d'une carte à domicile ou d'un goodies à domicile avant l'arrivée pour vraiment capter le collaborateur. Nous, on a un client, par exemple, qui automatise l'envoi d'un mug à domicile un mois avant l'arrivée avec les holo couleurs de l'entreprise, avec une petite carte de l'équipe RH qui dit quelque chose comme à défaut d'être avec nous tous les jours, on s'invite dans ta cuisine, voilà, on a hâte de t'accueillir, etc. C'est des petites attentions, mais qu'on voit qui font les grandes relations entre le collaborateur et l'entreprise. Une très bonne pratique aussi, peut-être une invitation à déjeuner par le manager, enfin déjeuner ou boire un café ou autre, hein, mais avant l'arrivée, ou à un after-work d'équipe. L'idée, c'est quoi? Rassurer avant la prise de poste, faire connaissance, surtout pas, parce que ça, je l'ai vu aussi, mais parler du boulot en disant attention, Marine, tu arrives dans un mois, mais là, on a un dossier hyper chaud, on est déjà en retard dessus, donc quand tu vas arriver. Comment t'y mettre d'ailleurs, si t'as plus que... Voilà, ça, vraiment à proscrire, mais c'est vraiment l'idée, c'est de casser cette première barrière, un peu comme quand on était, je sais pas, à l'école ou quand on rentrait dans une nouvelle université ou autre et qu'on connaît personne, que le premier jour, on se sent pas très bien, alors que là, au moins, si on a rencontré son manager, ses collègues, c'est bête, mais même le style vestimentaire de l'entreprise, on le connaît, donc on sait comment s'habiller la veille, on n'est pas tout stressé. C'est plein de petites choses qui font la différence, et ça, je vous invite vraiment à le faire. C'est pas, le ROI n'est pas calculable directement, mais c'est hyper puissant. C'est hyper puissant notamment pour sécuriser l'embauche, qui est la deuxième grande thématique finalement de cette phase de pré-boarding. Il y a sécuriser l'embauche d'un point de vue administratif, Marine. Mais oui, et tu as raison. Et aussi du point de vue psychologique, de s'assurer que la personne est toujours aussi motivée durant
les mois avant de rejoindre. Donc, sur la partie sécurisation plus administrative, alors évidemment, il y a le contrat de travail, ça on le sait. Il peut y avoir aussi, je le vois, l'offre d'embauche. Alors, l'offre d'embauche, elle n'est pas obligatoire. Il y a différentes pratiques. Moi, je fais partie de la team pas d'offre d'embauche. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on en met souvent trop ou pas assez. Et dans les deux cas, c'est pas terrible. Voilà. Et que l'offre d'embauche, en définitive, on a tendance à la faire. Souvent, on la fait avant un contrat de travail, en disant qu'on fera le contrat de travail plus tard quand on aura plus de temps. Mais en fait, c'est un document essentiel. Donc, autant prendre le temps de bien le faire et pour l'envoyer au candidat qui va signer, pareil, pour donner bonne impression. L'offre d'embauche, si on n'en met pas assez, c'est-à-dire que si on fait quelque chose ultra minimaliste, on va se retrouver avec un salarié qui va après signer contrat de travail en disant mais attendez, mais ça, c'était pas dans l'offre d'embauche. La clause de concurrence, elle n'y était pas. Le forfait jour, on n'en parlait pas. Moi, je pensais que c'était aux 35 heures. Donc, ça peut être même, je trouve, un petit peu décevant pour le salarié. Et parfois, à l'inverse, on en met trop au moment de l'offre d'embauche. Et puis, au moment où on rédige le contrat, on se dit non, mais ça, c'est pas utile. Ou finalement, on est un peu allé trop loin sur le package et puis on va essayer de le restreindre dans le contrat de travail en jouant sur les clauses. Pareil, du plus mauvais effet. Donc, pour moi, faites un contrat de travail direct. C'est pas forcément on s'évite les problèmes, quoi. les problèmes. Mettez on vous donne dans le chat un petit accès vers un compte freemium qu'on a sur Canou. Vous pouvez faire vos contrats de travail facilement. Nos clients, ils le font maintenant en 3 clics et ils sont sûrs d'avoir juste les bonnes clauses qu'il faut. Bon, on propose aussi des offres d'embauche, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Alors, si vous faites une offre d'embauche, il y a quand même un truc que vous devez tenir. C'est qu'il faut absolument mettre une date limite sur l'acceptation du salarié. J'ai vu des offres d'embauche qui sont envoyées avec voilà ce qu'on vous offre et sans date pour le salarié pour accepter. Ce qui veut dire, c'est que si le candidat revient 2 mois après pour dire non, mais au fait, moi je veux, mais qu'entre-temps, vous avez cru que finalement, il était parvenu vers vous, donc ça ne l'intéressait pas, vous allez quand même vous retrouver lié. Donc laissez, et un délai pas très long, laissez 15 jours. Voilà, quelqu'un doit pouvoir dans les 15 jours dire je viens pas. Voilà. Donc ça, c'est important. Maintenant, sur la partie contrat de travail. Donc là, je vais pas faire un cours magistral sur ce qu'est un contrat de travail. Enfin, retenez que la norme, c'est le CDI. Voilà. L'exception, c'est le CDD. C'est une exception. Ça veut dire que pour faire un CDD, vous devez rentrer dans des cas de recours qui vous permettent de juger disons, du caractère précaire, temporaire du contrat. Voilà. Et ça, c'est vraiment restreint par la loi. Pareil, je vous renvoie vers notre compte freemium qui permet de faire des CDD qui ont des clauses ultra particulières. Maintenant, je vous donne quelques tips sur la convention Syntec, sur le contrat de travail. Alors, la convention bureau d'études techniques qui a été réécrite, sachez-le, il y a 3 ans. Donc, attention à tous ceux qui utilisent encore l'ancienne version de la convention bureau d'études qui n'existe plus depuis mai 2023 de mémoire. Vous avez une version épurée de la convention collective. C'est celle-ci maintenant que vous devez avoir en tête. Et dans cette convention collective, il y a certaines clauses qui sont énumérées comme essentielles dans le contrat de travail. Franchement, que du très basique. Donc, ce que vous mettez déjà dans vos contrats sans difficulté. Ensuite, le point important dans les contrats, c'est quelles sont les clauses qui sont donc obligatoires. Donc, moi, je vous conseille évidemment d'aller sur des aspects de durée du travail, dans le contrat de travail, de travailler cette organisation du temps de travail. Vous n'êtes pas censé rester sur du 35 heures classique. Il y a plein d'autres possibilités qui peuvent être organisées dans l'entreprise pour certaines typologies de métiers, par exemple, ou de statut. Donc, autorisez-vous ça. Voilà. Le 35 heures, quand on a des cadres qui sont ultra autonomes, avec du télétravail, avec des façons de manager très flexibles, c'est pas forcément quelque chose qui va convenir. Il peut y avoir d'autres modes, type du forfait jour, qui peuvent complètement coller avec plus votre philosophie interne, donc qui valorise, par exemple, je disais, l'autonomie et la flexibilité. Voilà.
Donc, le forfait jour sous bureau d'études, il est spécifié, il est limité à certains salaires et positions planchers. Voilà. Donc, en dessous de la position 2-3 cadres, c'est inaccessible parce que c'est 2 passes, 2 plafonds de sécurité sociale annuels, donc on est, je vois, 86 000 euros et quelques. À partir de position 2-3 cadres, là, vous arrivez à avoir des salaires qui sont acceptables pour pouvoir appliquer le forfait jour. Mais retenez surtout que vous pouvez vous affranchir de ces positions et de ces salaires minimaux, majorés en cas de forfait jour, en ayant votre propre accord d'entreprise. Ça, on le fait beaucoup avec nos clients, ça marche très bien. Donc, vous pouvez dire, moi, je considère que je vais appliquer le forfait jour à tous les salariés qui sont autonomes de la gestion de leur emploi du temps à partir de la position 2 cadre, par exemple. Voilà. En diminuant la majoration, voire même en l'annulant. Alors, vous respecterez le minima conventionnel, évidemment, mais vous serez plus tenu par ces majorations. Ça, c'est possible. Et évidemment, ça, c'est vraiment en lien avec le contrat de travail, plus un petit accord d'entreprise qui viendrait le chapeauter. La Marie, position... Ouais, pardon, il y a 2 questions juste sur le contrat de travail qui me semblent intéressantes à répondre maintenant. avec plaisir. Ça te va? Charlène nous demandait si, sur le sujet précédent aussi, si on signe notre contrat de travail avec une clause indiquant que être libre de tout engagement, pardon, est-ce que cela protège d'une éventuelle clause de non-concurrence activée Non, ailleurs? non, Non. non. L'intérêt, c'est que le salarié va le lire et que donc, ça devrait tiquer et de se dire, oh, il faut quand même que je vérifie mon contrat de travail précédent pour voir si je suis pas lié. Mais Ok. c'est une chose. Bon, bah, tu vois, on fait bien en effet d'y répondre. Et la deuxième question, c'est celle de Pauline, qui demande sous combien de temps avant le début de contrat est-ce qu'on conseille de faire signer justement ce contrat de travail? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je dirais le plus tôt possible. Parce que moi, comme je le disais, l'offre d'embauche, je le préconise pas à titre perso. Donc, dès qu'on sait que c'est le candidat qu'on va recruter, eh bien, on lui envoie son contrat de travail. Voilà. Et, Ouais, moi, j'irais même plus loin. On l'invite, si c'est la culture de l'entreprise aussi, mais à venir au bureau justement avant l'arrivée, même un mois, même 3 semaines, lui faire signer son contrat de travail en direct. Et c'est peut-être l'occasion justement d'aller ensuite créer un moment d'échange, un café, un déjeuner avec le manager. Euh, on invite les futurs arrivants à signer le contrat de travail à 11 heures, dans la mesure du possible avec l'ancien employeur, etc. Mais généralement, c'est quand même largement possible, ou en fin de journée, et on cumule cet aspect un peu sacralisé de signature d'un contrat avec un aspect social qui est intéressant. On fait venir la personne dans les bureaux. ouais, complètement. Euh, ça Euh, permet de sécuriser les embauches, notamment, en effet. Autre stat, mais là pour le coup, qui vient de l'APEC, donc sur les cadres, 32% des personnes ne viendraient pas le premier jour, enfin, le jour, en l'absence totale de communication entre la promesse d'embauche et le jour J. Un tiers, c'est énorme sur les cadres. Donc, en effet, faire signer le contrat de travail, qui est autre chose qu'une simple promesse d'embauche, est beaucoup plus engageant, pardon. Et dans cet aspect de sécuriser l'embauche, bah, tout ce côté dont moi, que j'évoquais tout à l'heure sur l'adhésion à la culture de l'entreprise, donner le ton dès le départ, etc. L'objectif est aussi d'éviter les potentiels no-show. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des personnes qui disent oui, qui potentiellement signent une promesse d'embauche, mais qui ne viennent pas le jour J pour X ou Y raison qu'elle vous donne, ou parfois pas. Eh bien, créer du lien et sacraliser ces moments peut être un moment important. Complètement. Euh, donc, juste un mot, parce que la classification en Syntec, elle n'est pas forcément évidente, et je sais qu'il y a une des grosses problématiques RH, c'est de dire quelle position je vais pouvoir mettre aux salariés. Bon, vous savez, il y a des statuts, donc déjà en Syntec, c'est pas dingue parce on n'a pas la distinction entre les employés et les techniciens agents de maîtrise. On a un ETAM et puis on a les cadres de l'autre. Et ça, notamment pour la détermination de la période d'essai qui est complètement liée au statut, qui n'est pas même un employé, c'est 2 mois, un technicien agent de maîtrise, c'est 3 mois. Difficile de le savoir. Bon, ça maintenant, la convention collective qui a été réécrite y répond.
Donc, c'est un petit peu mieux qu'avant. Mais le sujet de la position, il reste toujours aussi prégnant, d'autant plus que c'est une position et un coefficient dans Syntec. Et en fait, les positions, c'est les mêmes. Alors, ça va du 1-1 au 3-3, que ce soit pour les états ou pour les cadres. Donc, on peut même vite se tromper. Donc, ce qui permet de faire la différence, c'est de regarder aussi le coefficient, qui n'est jamais le même. Donc, mettez toujours dans les contrats et dans les bulletins de paie la position, pardon, et le coefficient qui est lié à la position. Voilà. Ça vous simplifiera autant que possible la vie. Et puis, retenez aussi une spécificité Syntec, c'est qu'on a des positions qui sont alors liées aux fonctions du salarié et au salaire minimum que vous allez verser. C'est quand même ça qui doit vous permettre de vous guider sur la détermination de la bonne position. Mais vous avez une position notamment cadre qui est liée directement à l'âge du salarié. Moins de 26 ans, vous avez un coefficient, alors je vous le redis, moins de 26 ans, vous avez un coefficient 105, plus de 26 ans, vous avez un coefficient 115, avec des salaires qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est des petites particularités qu'il faut avoir en compte et toujours être à l'affût de ce qui est écrit dans la convention collective. Dernier élément que je vous donne, c'est que vous avez des définitions de fonctions pour chaque position. C'est parfois pas simple de s'y retrouver. Donc faites votre propre grille interne, voilà, qui va être absolument nécessaire pour se dire sur tel niveau d'autonomie, de compétences, de diplôme, c'est telle position qui va être adossée. Ça va vous permettre de régler une problématique qui est l'égalité de traitement, qui est une problématique qui est absolument essentielle à traiter dans l'entreprise, d'autant plus essentielle que vous le savez probablement, on va dans une ère de transparence sur les salaires et que ces éléments qui pouvaient rester dans la sphère RH jusque-là vont être très largement diffusés en interne. Donc, vos positions avec des salaires adaptés, c'est un élément clé qui va prendre toute sa place en 2025 et 2026. Là. Voilà. En effet. Voilà, et après un dernier élément sur les clauses. Moi, il y a des clauses du contrat de travail que je trouve essentielles et qui sont parfois mises de côté. Autant la clause de concurrence, pour moi, faites attention, n'en mettez pas systématiquement. Réfléchissez vraiment si c'est important. Pour les commerciaux, par exemple, ça l'est. Pour des managers clés, ça peut l'être. Pour les autres, pour moi, on peut souvent laisser tomber. Et en revanche, il y a la clause de cession de droit à l'image. Dans l'ère dans laquelle on vit, on a des audios, des vidéos, des photos de tous les salariés quasiment. Voilà, que ce soit sur un organigramme ou sur un webinar, etc. Voilà. Donc, faites une clause de cession de droit à l'image. Souvent, c'est une annexe au contrat de travail. On vous a mis un petit modèle là, qu'on vous met dans le chat. Et faites-le pour tous les salariés qui sont là, pour tous les futurs salariés. C'est facile et ça vous évite bien des problèmes. Voilà, de pouvoir demander aux salariés d'utiliser leur image. Voilà. C'est Parce que sûr. vous pouvez faire qu'avec leur accord. C'est plein de petites choses auxquelles il faut penser. Et dans les phases de pré-boarding, comme après, il y a plein de tâches administratives, de formalités aussi préalables à l'embauche. Tu parlais. Oui, alors là, moi, je passe très facilement parce que ça, je suis sûre que je vous apprends rien. La DPAE, la visite auprès de la médecine du travail qui doit être faite. Alors maintenant, c'est pas systématique pour toute nouvelle embauche, mais en tout cas, il faut savoir quand est-ce qu'a été fait la dernière visite d'information et de prévention salariée, parce qu'elle doit être faite de manière périodique, à part si vous êtes dans des obligations renforcées sur des métiers à risque ou du travail de nuit, par exemple. Et puis enfin, inscription mutuelle prévoyance. J'en dis un mot parce que c'est bordé par Syntec. Prévoyance obligatoire, c'est pas le cas dans toutes les conventions collectives, mais pour Syntec ça l'est. Et c'est une super bonne pratique de toute façon. Et la mutuelle, c'est prévu par Syntec et c'est prévu aussi dans les garanties qui doivent être offertes aux salariés. Vous avez un socle minimal que vous devez respecter. Voilà. Donc ça, vérifiez-le et demandez à vos compagnies d'assurance par lesquelles vous passez de pouvoir vous l'assurer parce que c'est aussi leur job de pouvoir vous dire c'est bon, c'est compliant avec votre convention collective. Bon, mais ça fait pas mal de choses auxquelles penser. On le voit dans les phases de pré-boarding. Et ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que là, on n'est même pas au premier jour de l'arrivée du collaborateur, de la collaboratrice. Donc, Oui.
le rôle RH juridique est essentiel. On a vu du coup ces grands piliers de l'onboarding qui sont l'administratif et l'adhésion à la culture de l'entreprise qui sont vraiment à positionner dans les phases de pré-boarding en amont et en préparation. Il y en a évidemment après jusqu'à la validation de la période d'essai notamment, on le verra. Si on se projette maintenant à partir du moment où le collaborateur ou la collaboratrice arrive dans l'entreprise, son premier jour, il y a tout un rétro-planning aussi à mettre en place. Un rétro-planning, alors tu en as parlé, administratif et légal. Il y a aussi, et c'est la responsabilité des RH et des managers, mais de préparer correctement le premier jour. On va passer rapidement là-dessus, mais le troisième pilier d'un bon onboarding, c'est justement cet aspect managérial. C'est aussi au bout d'un moment où les RH donnent la main au manager pour correctement accompagner le collaborateur jusqu'à au moins la validation de la période d'essai pour cadrer l'onboarding, voire bonne pratique, faire poursuivre l'onboarding après la validation de la période d'essai, souvent à plus 6 mois si la validation est à 4 mois, et puis si un renouvellement automatique est bien la première année. On va voir comment, mais nous, ce qu'on voit souvent, c'est un découpage de l'onboarding sur le premier jour, la première semaine, le premier mois, les 3 premiers mois, la validation de la période d'essai, et en fonction des renouvellements ou non, les 2 ou 3 mois suivants, voire ensuite, si on renouvelle automatiquement la période d'essai, bien les 8 mois, etc. Qu'est-ce qui se passe le premier jour? Il faut qu'il y ait un accueil carré, qui soit déjà préparé, qui soit même anticipé la veille, l'avant-veille, une semaine avant. Voilà l'horaire, voilà ton planning du premier jour, qui tu vas rencontrer, comment tout cela va se passer, notamment sur la première semaine, quelles vont être tes premières missions. Et derrière, côté RH, côté manager, côté IT, t'en parlais de toutes les parties prenantes d'un bon onboarding. Il faut bien évidemment qu'il y ait un bureau, que le matériel soit prêt, que les comptes soient créés, vraiment qu'il y ait tout à disposition du collaborateur pour qu'il se dise « Ok, je suis au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes, avec toutes les clés pour réussir et j'ai fait le bon choix. » Donc, un déjeuner d'équipe, la première journée, donner une première mission, important aussi. Alors, en fonction évidemment à chaque fois des types de postes. Et si on parle Syntec, on pense beaucoup aux sociétés de conseil qui ont des consultants du coup qui sont en mission chez les clients. Là, la question ne se pose pas forcément, même si comment on fait pour créer un bon premier jour chez un client quand on est une tierce partie prenante, compliqué. Souvent, ce qu'on voit, les bonnes pratiques, c'est que le manager, l'ingénieur d'affaires accompagne le futur collaborateur et reste une matinée ou autre, notamment pour échanger avec les différentes parties prenantes. Et ce qui est très important dans l'aspect managérial, c'est la création immédiate d'une forte culture du feedback qui sera essentielle après pour toute la durée de vie du collaborateur dans l'entreprise. Et on commence à la fin de la première journée. Pas besoin d'en faire des tonnes, mais ça peut être simplement à la fin, à 17h, 18h, quelle est ta météo du jour? Un soleil, un éclair, combien tu noterais ta première journée? Est-ce qu'il t'a manqué quelque chose, etc. Et ça, c'est essentiel. Peu le font, et donc vous ferez vraiment la différence en faisant ça. Sur la partie qu'est-ce qui va se passer toute la première semaine? Eh bien, déjà donner des missions. Le quatrième grand pilier de l'onboarding, donc on les répète, l'aspect administratif, l'adhésion à la culture de l'entreprise, le management et la culture du feedback. Le quatrième, c'est la formation. La formation, évidemment, au métier, mais on n'y pense pas forcément. La formation aux outils utilisés, quels sont tous les outils mis à ma disposition et comment je peux les utiliser. Alors, pour des métiers commerciaux, ça va être simple, le CRM, etc. Mais il y a différents postes qui utilisent différents outils. Voilà. Comment je fais pour faciliter la prise de poste de mon collaborateur, de ma collaboratrice à ce niveau-là. La formation au process interne, au rituel interne, qui est essentiel durant la première semaine et les premiers mois pour assurer une montée en compétences correcte. Et on va travailler dès la première semaine, voire même avant, mais le dernier pilier d'un bon onboarding, donc après l'administratif, après l'adhésion à la culture d'entreprise, après l'aspect managérial, la création d'une culture de feedback, après la formation, le dernier, c'est la cohésion sociale.
c'est faire en sorte que le nouveau collaborateur, la nouvelle collaboratrice, le premier jour, voire avant, connaisse l'équipe avec laquelle elle va bosser au quotidien. La première semaine, les différentes équipes avec qui elle va être amenée à partager des projets, je dirais à moyen terme au cours des premiers mois de la validation de la période d'essai. Et ensuite, sur le premier mois, avoir fait un tour des différents services, même des personnes avec qui on n'aura pas forcément d'interaction, mais pour avoir un panel complet. Si derrière, on peut regrouper les personnes par compétences, par affinité, par passion sportive ou autre, là, on est dans de l'onboarding 5 étoiles. Donc voilà, on a couvert tous ces grands piliers d'un bon onboarding. Et c'est vraiment cette création d'une culture du feedback, elle doit être présente tout au long. On a parlé du premier jour. La première semaine, c'est pareil. Le vendredi, à partir de la première semaine, c'est pas un rapport d'étonnement qu'il est conseillé de mettre en avant, mais c'est vraiment quelques questions. Et pour la nouvelle collaborateur, la nouvelle collaboratrice, et pour un manager, comment s'est passée ta semaine? Est-ce que tout est au clair sur l'émission? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre qu'on pourrait éclaircir? Est-ce que tu as tout le matériel et tout à disposition? Et pourquoi pas déjà, comment tu noterais ta première semaine? Ou comment tu te noterais toi-même? Comment tu te sens? Pareil pour le manager vis-à-vis du collaborateur. Ce qui est, à mon avis, obligatoire, en tout cas absolument essentiel, c'est le rapport d'étonnement au bout d'un mois. Marine, tu nous diras ce que tu en penses aussi, mais au bout d'un mois, avoir un questionnaire plus complet, plus poussé sur le premier mois de ton arrivée, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, vraiment donner la parole au collaborateur ou à la collaboratrice, surtout son premier mois. C'est à la fois essentiel pour anticiper d'éventuels désengagements ou d'éventuelles frictions de la personne en question, mais aussi constamment améliorer son process et notamment sur l'implication des managers, constamment avoir en tête que tout peut être amélioré et recueillir un maximum de feedback, autant qu'en donner de la part des managers et des RH. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus sur le rapport d'étonnement, Marine, parce que je sais que c'est un sujet qui te... Non, mais je confirme ce que tu dis. Enfin, moi, je le pratique, je trouve ça essentiel. En fait, je trouve que la parole doit vraiment être croisée. Donc, on a autant à apprendre d'un salarié qui vient d'arriver avec un regard neuf, une distance, que de nous, ce qu'on pense du salarié dans ses premières semaines. Donc, cet échange libre, croisé, il est essentiel. Il est essentiel, ça, Mettre le salarié en confiance pour ça. Parce que parfois, il se sent, vu qu'il est encore en période d'essai, il peut se sentir encore avec une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, il faut le faire. Et d'ailleurs, il ne faut pas nécessairement le faire avec le manager, peut-être le faire avec le RH pour justement ouais. distance aussi. Ouais, bah, souvent, ce qu'on conseille, c'est d'en faire un, mais deux qui part pour deux personnes différentes. Le manager sur plutôt les missions, le quotidien, les objectifs fixés, etc. Et les RH sur plutôt le process dans son ensemble, l'accompagnement qui a été produit, les différentes formations justement qui ont été proposées aux collaborateurs. Et ça nous fait une bonne transition parce qu'en plus, je vois le temps qui passe. On pourrait en parler pendant des heures, mais sur du coup, on va durant la période d'essai et tout le suivi. Pour certains métiers, c'est assez simple de se dire tu as réussi tes objectifs, tu les as manqués, je valide ou je reconduis ta période d'essai. Je pense à des métiers commerciaux, voire tech, même tu as des missions très carrées, très précises, quantifiables à réaliser. Pour d'autres, je pense aux fonctions peut-être marketing, de création, c'est plus compliqué. Donc, important dans les premiers jours, premières semaines, de vraiment bien établir c'est un rôle managérial, mais qui peut être aidé par les RH, de bien établir les objectifs et donc les conditions de validation, de succès d'une période d'essai ou non, de le suivre, notamment via ces rapports d'étonnement pour la première semaine, le premier mois, à 2 mois, un entretien de mi-période d'essai, etc., pour vraiment qu'il n'y ait pas de surprise, ajuster les missions tout au long de cette période et avoir en effet ces entretiens de suivi jusqu'à l'entretien de validation ou non de période d'essai. Et ce que je conseille fortement, moi, c'est de faire durer ce parcours d'onboarding après la validation de la période d'essai, et notamment d'avoir un autre rapport d'étonnement
1 mois après la validation, 2 mois après la validation, peu importe, sur tout le process d'intégration sur les 6 premiers mois. Pourquoi? Parce que justement, on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui permet de libérer la parole et donc d'avoir des retours vraiment concrets et importants. Sur le sujet période d'essai, on y arrive. Du coup, on va être quasiment à la fin de l'onboarding. Oui, mais ça tombe bien. De toute façon, là, je suis en train de répondre. J'ai répondu à toutes les questions, je pense. Et si vous en avez d'autres, hein, vous nous recontacterez. On va vous donner nos coordonnées LinkedIn pour prendre contact. Vous n'hésitez pas. Voilà. Et donc, sur la période d'essai, effectivement, on va vous mettre dans le chat une petite infographie sur le sujet période d'essai Syntec. Donc, vous aurez tout ce que vous devez savoir sur la gestion de la période d'essai. Je vais quand même en dire 2-3 mots. Effectivement, en lien avec ce que tu expliquais, Geoffrey, c'est que moi, l'écueil que je peux voir, c'est que parfois, on se contente du légal pour se dire, OK, donc j'embauche un cadre, par exemple, c'est une période d'essai de 4 mois que je vais peut-être renouveler. Et au bout de 3 mois et 3 semaines, je me dis, tiens, alors au fait, est-ce qu'on la renouvelle, cette période d'essai? Qu'est-ce qu'on en pense du salarié? Bon, bah, évidemment, c'est bien avant qu'il faut y réfléchir. Pour toutes les raisons que tu as évoquées, Geoffrey, mais aussi parce que sachez qu'un renouvellement de période d'essai, déjà, ça ne doit pas être systématique. C'est ce que disent les juges. Faut pas le justifier, le motiver pour autant, mais il ne faut pas que ça soit une pratique d'entreprise systématique. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir avoir quand même des périodes d'essai que vous validez auprès à la fin de la période initiale. Voilà. Si vous envisagez de renouveler la période d'essai, et vous aurez potentiellement plein de bonnes raisons pour le faire, sachez qu'il vous faut l'accord écrit du salarié qui vient indiquer qu'il accepte le renouvellement de la période d'essai et qu'il signe. Et ça doit être fait avant la fin de la période d'essai initiale. Donc déjà, ce formalisme, il est essentiel. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il faut anticiper ce renouvellement? C'est parce que, évidemment, qui dit accord écrit du salarié, dit possibilité pour le salarié de refuser de renouveler sa période d'essai. Qu'est-ce qui se passe si le salarié vous dit bah non, moi je ne suis pas pro. Donc voilà. Bah, vous avez deux solutions. Ou alors vous dites bah finalement c'est vrai qu'on est assez content de lui, enfin on est content de lui, donc allons-y, on valide, très bien. Mais vous pouvez aussi vous dire bah en fait c'est ok, mais nous on va rompre parce qu'on aurait aimé quelques mois de plus pour pouvoir se déterminer. Et si vous rompez la période d'essai, vous devez respecter un formalisme, donc l'envoi d'un courrier écrit non motivé. Ne motivez pas la rupture. C'est une très mauvaise pratique. Vous n'avez pas à le faire. Et puis, vous devez respecter ce qu'on appelle un délai de prévenance. Et le délai de prévenance, attention, parce qu'il est prévu par la loi, mais il y a des dispositions Syntec qui s'appliquent parce qu'elles sont plus favorables aux salariés quand on a une rupture de période d'essai à l'initiative de l'employeur. Donc, c'est celles-ci qui doivent s'appliquer. Et attention encore plus parce qu'elles ont changé ces durées de délai de prévenance. Elles ont changé avec la réécriture de la convention collective. Ça va de 24 heures à 6 semaines de délai de prévenance. Donc, ça peut être très long. D'où l'intérêt de bien anticiper le renouvellement, parce que si on a un délai de prévenance de 3 semaines, et si on décide d'obtenir l'accord du salarié sur le renouvellement à 3 mois et 3 semaines, bah finalement, on va se retrouver, si on rompt la période d'essai, à devoir payer 3 semaines de salaire, mais sans pouvoir faire travailler le salarié 3 semaines, parce qu'il est hors de question de faire travailler le salarié en dépassant la durée de la période d'essai qui est prévue. Donc, ça veut dire que le délai de prévenance, il s'applique, paiement du salaire, pas de travail. C'est probablement 2 semaines, peut-être même un peu plus, qui sont de salaires qui sont fichus à la poubelle, en fait. Parce que voilà, c'est juste du salaire payé sans fonction en retour. Donc, c'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien timer avec le juridique. Voilà. C'est ça un onboarding raté aussi. Hein. C'est pas que rater l'accompagnement du collaborateur, c'est rater ces moments-là qui peuvent en effet coûter très cher à l'entreprise. En effet, on peut parler des heures dessus, mais comment on évalue, enfin, on imagine bien que vous avez déjà tous mis en place
un parcours d'onboarding, comment évaluer son efficacité. Je vous donne 3 clés rapidement, mais justement, ces rapports d'étonnement permettent d'évaluer l'efficacité dans le temps si on pose des questions fermées, et notamment des questions sur la note de satisfaction de l'intégration. Elle peut être tournée de différentes manières, mais faire des moyennes et évaluer dans le temps cette note moyenne permet de se dire, OK, les actions que j'ai mis en place eh bien, sont pertinentes ou non. Alors, pas forcément celles du premier jour, hein, quoique. Mais le rapport d'étonnement à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, avec une note sur 10, permet vraiment de voir tout ça. Ça peut être une question à 1 mois, note ton premier mois. Une question à 3 mois, note ton parcours d'intégration au moment de valider ta période d'essai ou à la validation, pardon. Et à 6 mois, j'ai fait le bon choix en intégrant cette entreprise de 1 à 10, etc. Il y a aussi, alors ça c'est pour vraiment la satisfaction et voir l'évolution dans le temps. Il y a aussi l'analyse du nombre de départs à date avant la validation de la période d'essai, côté employeur, côté employé, à la fin de la première année, et encore une fois avec cette différence à l'initiative de qui. Et donc voir l'objectif est évidemment de diminuer tout ça. Une fois qu'on aura mis ça en place, on pourra voir au bout de 3 ans, vu que c'était une stat qu'on avait évoquée dès le départ. Et enfin, il y a un vrai enjeu dont on a moins parlé, mais d'évaluer la rapidité, l'accélération de la montée en compétences. Pour les fonctions commerciales, par exemple, les ingénieurs d'affaires ou autres, eh bien se dire, OK, aujourd'hui, ils sont 100% compétents à 4 mois parce qu'ils font leur premier deal à 4 mois. Comment je peux faire en sorte qu'ils les fassent à 3 mois? Comment je peux faire en sorte qu'ils les fassent un peu plus tôt? Pareil pour les équipes tech, en fonction des missions. Alors ça passe par tous les éléments de formation, etc. Et là, on rentre vraiment dans un sujet où l'onboarding devient un levier d'accélération et de croissance majeur. Donc voilà les 3 points d'évaluation d'un bon process d'onboarding. Les rapports d'étonnement, l'analyse du nombre de départs avant la période d'essai, enfin durant la période d'essai, avant la fin de la première année, et l'évaluation de l'accélération de la montée en compétences. Ouais, super. On a couvert pas mal de sujets. Bien, hein. On a dépassé le temps, mais on a couvert pas mal de sujets. Bon, on espère que ça a pu vous être utile. Si vous avez envie de poursuivre les discussions, on vous met nos LinkedIn respectifs. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir de toute façon les éléments qu'on a mis dans le chat après, avec le replay. Et c'était un plaisir. Et s'il y avait des sujets que vous vouliez aborder avec nous, n'hésitez pas à nous en faire part et on sera ravis de le faire. Voilà. Exactement. Merci Marine pour tout. Merci Geoffrey, c'était un plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.